Ici, la voix de l'Amérique. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. Dans l'actualité ce soir, ce mercredi est jour d'élection au Burundi, des élections tendues et organisées malgré la pandémie de Covid-19 et qui doivent donner au pays un nouveau président. Au Cameroun, ce 20 mai est fête de l'unité, une unité mise à mal par une montée fulgurante du tribalisme et des discours belliqueux dans l'espace public et sur les réseaux sociaux. Et pour l'occasion, Paul Biya, que les réseaux sociaux annonçaient mort, s'est adressé hier à la nation. Une fois encore, bonsoir. Les Burundais ont commencé à voter mercredi dans le cadre d'élections tendues pour remplacer le président de longue date, Pierre Nkurunziza. Des élections qui se déroulent malgré une épidémie de coronavirus qui a été largement ignorée dans cette nation est-africaine. Les électeurs sont appelés aux urnes après 5 ans de troubles déclenchés par la candidature de Nkurunziza à un troisième mandat contesté. Arzuma Compaoré pour les détails. Dès 6 heures du matin, les Burundais faisaient déjà la queue devant les bureaux de vote pour élire non seulement leur nouveau président, mais aussi les parlementaires et les conseillers locaux. Ce scrutin présidentiel marque la fin de l'ère Pierre Nkurunziza à la tête du pays depuis 2005 et qu'il ne se représente pas. Son parti a choisi le général Évariste Ndayishimiye comme candidat. Ce dernier, 56 ans, a voté dans sa ville natale de Djieta, dans la province de Djitega. Chaque Burundais doit d'abord sentir qu'il est Burundais lorsqu'il vote et non qu'il est un membre d'un parti ou d'un groupe. Donc, si c'est pour le pays, quand il fait quelque chose de mal, il agit contre lui-même. Ndayishimiye est un vétéran du parti qui, comme Nkurunziza, a combattu pour la rébellion ethnique Hutu pendant la guerre civile du pays de 1993 à 2006 avec l'armée minoritaire dominée par les Tutsis. Face à lui, 6 autres candidats, dont le principal concurrent de l'opposition, Agathon Rwasa. Les 7 s'affrontent dans un scrutin qui se déroule en grande partie à huis clos, le gouvernement ayant rejeté toute mission d'observation de l'ONU ou de l'Union africaine et bloqué l'accès aux réseaux sociaux tels que WhatsApp. Selon les rares observateurs, le vote s'est déroulé dans le calme. De ce que nous avons vu de nos propres yeux depuis le début de la campagne, nous avons assisté à une période de campagne pacifique et aujourd'hui, nous avons assisté à un vote très pacifique. Rwasa, 56 ans, était un chef du plus ancien mouvement rebelle ethnique Hutu, le Palipe Hutu FNL, l'un des 2 plus grands groupes d'opposition armée durant la guerre. Lors de sa dernière journée de campagne, le week-end dernier, il avait exprimé sa volonté de garantir une opportunité de travail pour tous. Les Burundais sont libres d'adhérer au parti politique, mais sans voix empêchée parce que, même après 15 ans, le parti au pouvoir a rendu les emplois difficiles à trouver pour les non-membres. Afin de lutter contre tout cela, nous plaiderons pour la transparence et créerons des opportunités d'emploi égales. Le vote a pris fin à 14h GMT dans cette nation de 11 millions d'habitants, avec des résultats attendus lundi ou mardi prochain. Le président sortant, qui a gouverné pendant 15 ans, a été nommé en février guide suprême pour le patriotisme et il devrait conserver un rôle influent si son parti reste au pouvoir. L'ancien ministre des Finances du Lesotho, Moteki Majoro, a officiellement pris mercredi ses fonctions de Premier ministre. Ce changement intervient au lendemain de la démission de Thomas Thabane après plusieurs mois de crise politique. Lors d'une cérémonie de prestation de serment au Palais Royal de la capitale Maziro, Moteki Majoro a promis d'être un Premier ministre sincère et fidèle. Avec l'aide de Dieu, il dit vouloir s'attaquer aux défis que sont le Covid-19, la faim et la pauvreté. Au Cameroun, le président Paul Biya, que les réseaux sociaux annonçaient mort, s'est exprimé mardi soir à la télévision pour la première fois depuis le début de l'épidémie de coronavirus,
rompant ainsi un silence médiatique de plus de 2 mois très critiqué par l'opposition. Paul Biya, 87 ans, dont 37 à la tête du Cameroun, ne s'était pas adressé à la nation depuis l'annonce le 5 mars du premier cas de coronavirus dans son pays, alors même que celui-ci reste l'un des plus touchés par la pandémie en Afrique subsaharienne. Je vous propose de suivre cet extrait de son adresse à la nation. Comme la plupart des pays du monde, le Cameroun est atteint par le Covid-19. Notre système de santé est mobilisé pour combattre cette grave maladie. Diverses dispositions annoncées par le Premier ministre ont été prises pour freiner la propagation. Il est impératif que les consignes qui ont été données, port de masque, distanciation physique, lavage fréquent des mains, soient scrupuleusement respectées. Il y va de la santé de tous et de chacun. On reste au Cameroun, le Cameroun qui célèbre donc chaque 20 mai la fête nationale pour commémorer la réunification entre anglophones et francophones en 1972. Mais ces symboles de l'unité nationale butent sur une montée fulgurante du tribalisme et des discours belliqueux dans l'espace public et les réseaux sociaux, malgré l'adoption d'une loi contre ces infractions en décembre 2019. Voyons cela dans ce reportage d'Emmanuel Jultap, notre correspondant à Yaoundé. Thomas et Rimbe mènent paisiblement leurs activités dans ce quartier cosmopolite de Yaoundé et pourtant ils ne sont pas originaires de la même région. J'étais petit, les nordistes venaient vendre les pains chez nous. Là où la soirée, la nuit, le trouve, on lui donne une chambre où il dort. Aujourd'hui, je ne vois plus ça. Ça me gêne souvent quand Facebook peut-être par exemple, on parle, n'est-ce pas, peut-être il y a des gens qui disent que télévision est, n'est-ce pas, peut-être il est débourré, il est massa, des choses comme ça, donc il n'y a pas une cohabitation sociale. À Yaoundé, les médias sont parfois accusés d'entretenir la haine tribale. Le promoteur de cette radio privée est connu pour ses chroniques virulentes sur les ethnies. Je ne dénonce pas une seule ethnie, je dénonce tout ce qui ne va pas partout. Et malheureusement, on a nos compatriotes de l'Ouest qui ne tolèrent pas la critique à l'endroit de l'ethnie Bamileke. Au cours de la dernière période électorale, ce sociologue a noté une montée du tribalisme orchestré par les politiques. Ce n'est pas l'instrumentalisation des guéguerres sur le plan de l'opposition des pensées de tel ou bien de tel autre, mais c'est fort au contraire l'étiquetage de tel individu ou bien de tel autre acteur politique appartenant à tel chapitre ou à tel autre. C'est ça qui ravive les replis identitaires. Depuis l'an dernier, une nouvelle loi sur l'outrage à la tribu ou à l'ethnie alourdit les amendes et les peines liées à cette infraction. On fait une conscientisation nationale que les Camerounais se sentent à l'aise au nord, au sud, à l'ouest et à l'est. Alors, à ce moment, s'il y a des dérapages, après, on peut donc réprimer. Les propos tribalistes au Cameroun sont passibles jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et d'une amende comprise entre 300 à 5 000 $ américains. Emmanuel Jultap pour VOA Afrique, Yaoundé. À propos du Covid-19 en Afrique subsaharienne, la bataille contre cette pandémie signifie également lutter contre la stigmatisation liée à la maladie. C'est ce qui a poussé Kane Anissé, un homme politique camerounais, à décider de parler de son expérience de malade de Covid-19. Et Kane Anissé a contracté le nouveau coronavirus il y a environ 1 mois et s'est depuis rétabli. Maintenant, il utilise les médias sociaux pour essayer de dédramatiser la pandémie et est à la tête d'une association d'anciennes victimes de Covid-19. En fait, ce qui affole les gens, c'est les images de l'Occident, où on aligne des cadavres, les chiffres, 8000 morts, etc. C'est la télévision qui a créé cette psychose chez les Africains. Autre lieu, autre situation, en Afrique du Sud, c'est celle des milliers de personnes démunies et durement touchées par le confinement
qui sont obligés de faire la queue au petit matin dans le quartier informel d'Iterling à Pretoria, la capitale sud-africaine, pour recevoir de la nourriture, des masques, du savon et des produits désinfectants. La décision du Sénégal de rouvrir les mosquées alors que le pays est toujours aux prises avec la pandémie de coronavirus a divisé la communauté religieuse. Certains musulmans ont salué la possibilité de prier à la mosquée au cours de la dernière semaine du mois de Ramadan, mais d'autres craignent qu'il soit trop tôt. Le pays compte environ 2500 infections et au moins 25 décès. C'est un reportage d'Estelle Njanjo à Dakar, relaté par Nathalie Barge. La réouverture des mosquées pour la dernière semaine du Ramadan a été bien accueillie par des milliers de fidèles à la mosquée Massalikul Jinan lors de la prière du vendredi. Même si les exigences relatives à la distanciation sociale et aux mesures sanitaires restent en place, les musulmans sénégalais ne sont pas tous désireux de retourner à la prière de groupe. Beaucoup de personnes qui ont peur de cette maladie, qui ont peur de venir attraper ou bien je ne sais pas quoi, mais ils ont peur. Parce qu'à cette heure-là, la mosquée était pleine. Mais maintenant, on vient petit à petit. Bon. De nombreux musulmans comme Philibaï, un programmeur de 26 ans, préfèrent continuer à prier chez eux pour réduire les risques de contracter ou propager la maladie Covid-19. Pour lui, la prière de groupe se fera en ligne jusqu'à ce que le coronavirus soit sous contrôle. C'est un moyen effectivement qui permet de faire son ramadan en sécurité, de manière sûre. Mais aussi, je me dis que ça apporte une certaine dose de spiritualité en plus à ce ramadan-là. Plusieurs imams ont choisi de ne pas rouvrir les mosquées par souci de contrôle des foules. Nous, on a préféré être prudents pour que d'ici le ramadan, on va voir comment ça évolue, qu'est-ce que les autorités sanitaires nous disent. Et en ce moment, on pourra, pourquoi pas, on pourrait même reporter encore la reprise si les cas deviennent trop critiques. Mais par contre, si on nous dit qu'il y a une baisse, qu'il y a la dynamique n'est pas à la hausse, on pourrait... Les églises catholiques du Sénégal ont également choisi de fermer leurs portes. Mais la fermeture des lieux de culte n'empêche pas les croyants de prier ardemment pour la fin de la pandémie de coronavirus qui a bouleversé la vie sociale des Sénégalais comme celle du reste de la population mondiale. La pandémie de coronavirus est en recul dans les endroits où les populations savourent leur liberté partiellement retrouvée. Situation différente et en forte progression en Amérique latine. Le Brésil ayant dépassé pour la première fois le millier de morts en 24 heures. Il a enregistré mardi un bilan quotidien de 1179 décès, contre 10 ans l'optimisme du président Jair Bolsonaro, qui ne cesse de minimiser la dangerosité du virus. La Chine s'apprête, elle, à proclamer vendredi sa victoire sur le virus à l'occasion de la réunion de l'Assemblée nationale populaire. Ici aux États-Unis, le président Donald Trump a estimé mercredi dans un tweet que l'incompétence de la Chine dans la gestion du coronavirus a provoqué une tuerie de masse mondiale. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington et c'est sur VOA Afrique.
Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie du Monde aujourd'hui. John Lydon, de retour avec vous. Dans le cadre de notre série quotidienne À quand la reprise, nous revenons ce mercredi avec un nouveau témoignage portant sur la réouverture après plusieurs semaines de confinement pour certains pays, de restrictions pour d'autres. Pour Mohamed Lamine Baye, gérant d'une boutique à Dakar, l'absence de touristes se fait sentir. Beaucoup de citoyens qui dépendent de ces secteurs ont du mal à voir le bout du tunnel. Des images signées Alison Lekogo Fernandez. Je m'appelle Mohamed Lamine Baye, je suis gérant de la boutique Diamajon Boutique chez Marie, la couturière. On a commencé à sentir les impacts dès la fermeture des aéroports. Les touristes qui avaient l'habitude de visiter le point le plus à l'ouest de l'Afrique, qui est la pointe des Albadies, ne sont plus là. Et ensuite, on avait les expatriés qui venaient acheter. Une partie sont rentrés chez eux, une autre partie sont restés à la maison. Du coup, il n'y a plus de clients. Et puis, sans clients, on ne peut pas ouvrir. Et actuellement, toutes les boutiques sont fermées. On est obligé de fermer les boutiques, sinon on vient sans vendre. Et aussi, en venant, on dépense de l'argent du transport. Alors, on préfère rester à la maison que de venir et rentrer à la maison sans soi. Le premier mois, je suis resté à la maison parce que j'étais un peu dévasté, j'étais un peu pris. J'étais à la maison et puis dès le commencement du deuxième mois, je me suis dit qu'à la maison, ce n'est pas une solution de rester à la maison. Donc j'ai commencé à venir petit à petit. J'ai essayé de contacter mes clients habituels, mes clients fidèles, de leur dire que je suis à la boutique de telle heure à telle heure et aussi de leur dire qu'on a mis en place des possibilités de livraison sur tous les articles qu'ils souhaitaient avoir. En regardant la situation des autres pays, j'ai vu que certains magasins, certaines boutiques ont commencé à ouvrir ou bien font des livraisons à domicile. Je me suis inspiré et j'ai commencé à travailler ainsi. Je travaille à la maison, j'appelle, je reçois des appels et je fais des livraisons. Et aussi, je suis présent à la boutique de 8h du matin à 14h. La reprise pour nous, le secteur artisanal, moi je pense que pour nous, la reprise, ça va durer. Ça va durer parce que nous, on dépend des touristes, nous, on dépend des étrangers. Alors actuellement, il y a les étrangers qui sont rentrés à la maison, il y a les touristes qui ne circulent pas. Mais après la crise, je pense qu'il y aura un peu de temps avant que la situation ne devienne comme avant. Donc, durant tout ce temps-là, la situation sera pire qu'aujourd'hui, qu'après la crise. On n'a pas encore reçu les aides du gouvernement, mais on espère les recevoir. On espère les recevoir, on les attend impatiemment. Et aussi, on attend aussi une éventuelle manifestation de notre ministre de l'Artisanat, Dame Diop. La recherche des outils de lutte contre le paludisme se poursuit à travers le monde. Au Kenya, une équipe de chercheurs travaille sur un microbe qui serait capable d'agir sur les moustiques qui transmettent la maladie. Je vous propose d'en savoir plus dans ce reportage relaté par Mohamedou Oumfa. L'un des espoirs pour mettre un terme au paludisme se trouve peut-être au Kenya, dans ce laboratoire de Nairobi, où le docteur Jérémy Heren et son équipe sont sur la piste d'un microbe, le Microsporidia,
Un microbe qui serait capable d'empêcher les moustiques d'être infectés par le plasmodium, le parasite responsable du paludisme. Nous avons découvert que le microbe se transmet des moustiques femelles à leur progéniture. Donc, une fois que la population actuelle de moustiques sera infectée, la prochaine génération le sera également. En effet, selon l'équipe du Dr Heren, le Microsporidia vit naturellement dans l'intestin et les organes génitaux de certains moustiques testés. Le microbe a renforcé le système immunitaire des insectes et impacté leur métabolisme, les rendant inhospitaliers aux parasites responsables du paludisme. L'idée des chercheurs est de libérer les moustiques infectés par le microbe dans la nature, notamment sur plusieurs sites de reproduction détectés au Kenya, en espérant qu'ils se propagent ensuite à travers la population des moustiques. Le docteur Heren pense que cette solution serait plus efficace parmi la panoplie d'outils de lutte qui existent contre le paludisme. Tout au long de l'histoire, les chercheurs ont développé des outils pour contrôler et diminuer les cas de paludisme. Mais nous n'avons rien de nouveau ou de révolutionnaire. C'est la clé car beaucoup des outils dont nous disposons deviennent moins efficaces à mesure que les moustiques deviennent plus résistants à de nombreux produits chimiques que nous utilisons. Le paludisme reste une maladie mortelle. Selon l'OMS, environ 400 000 personnes en meurent chaque année, dont 94% en Afrique. Et nous retrouvons tout de suite Yacouba Ouedraogo qui est là pour nous parler des sports au menu ce mercredi. Yacouba, basket, cyclisme, mais aussi du football pour commencer. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Accord trouvé entre la Fédération nigériane de football et le technicien Gernot Rohr. Le germano-français va signer la semaine prochaine une prolongation de son contrat de sélectionneur avec les Super Eagles. Ce nouveau contrat sera d'une durée de 2 ans avec comme objectif pour Rohr de qualifier les Super Eagles pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021 et le Mondial 2022. Le contrat actuel du sélectionneur expire le mois prochain. Rohr, âgé de 66 ans, entraîne depuis 2016 l'équipe nationale du Nigeria qui l'a menée jusqu'aux phases finales du Mondial 2018 et de la CAN 2019 en Égypte. À cette dernière CAN, le Nigeria a terminé à la 3e place. Toujours sur le continent, la CAF a décidé d'anticiper le paiement des primes prévues pour les clubs participant à ces compétitions interclubs pour la saison 2019-2020. Cette décision devra permettre de réduire la charge financière des 32 clubs ayant atteint des phases de groupe de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération. Les clubs recevront leur paiement sur la base des montants établis pour chaque compétition, de la phase initiale au quart de finale, avant la suspension des 2 compétitions pour une période indéfinie. Le minimum garanti pour les clubs participant à la Ligue des Champions est de $550 000 et $275 000 pour la Coupe de la Confédération. Petite reine à présent, l'ancien cycliste américain Lance Armstrong a révélé qu'il avait commencé le dopage à partir de 21 ans lors de sa première saison en tant que professionnel. Il a fait cette affirmation dans une bande-annonce d'un documentaire intitulé « Lance » qui sera diffusé par la chaîne américaine ESPN les 24 et 31 mai. Armstrong a dominé le cyclisme professionnel dans les années 2000 et a remporté le Tour de France 7 années de suite, de 1999 à 2005. Il a ensuite été déchu de ses titres et banni à vie de ce sport en 2012, après que l'agence américaine antidopage a déterminé qu'il était la figure clé d'un programme de dopage sophistiqué au sein de l'équipe des services postaux américains. Et pour finir, il n'y a toujours pas de date de reprise ou de poursuite des championnats du MLS, baseball ou encore du basketball. Mais la balle au panier fait parler d'elle d'une autre manière. Les souvenirs de la légende du basketball Kobe Bryant seront mis aux enchères cette semaine, y compris une copie de ses empreintes digitales sur le célèbre Hollywood Boulevard de Los Angeles. Suivez. Les souvenirs de la légende du basketball Kobe Bryant seront mis aux enchères cette semaine à Beverly Hills, en Californie. Bryant a été le premier athlète à laisser ses empreintes sur Hollywood Boulevard, aux côtés de centaines des plus grandes stars de l'industrie du cinéma. Désormais, une copie de ces empreintes sera mise en vente chez Julian Auction ce jeudi 21 mai. Le directeur Martin Nolan estime que les maillots dédicacés des Los Angeles de Bryant et les baskets portés dans les principaux matchs de la NBA seront aussi à gagner. Kobe a passé toute sa carrière avec les Lakers de Los Angeles 20 saisons. Il a commencé avec le maillot numéro 8, puis a utilisé le numéro 24 et ses articles sont très recherchés. Donc l'uniforme de la finale de la NBA 99-2000
que Kobe portait est aussi signé. Vous pouvez également voir le brassard noir à la mémoire de Wilt Chamberlain qui est estimé à 10 000, 20 000 $, ce qui est aussi une estimation d'enchères conservatrice. Bryant est décédé dans un tragique accident d'hélicoptère le 26 janvier avec sa fille de 13 ans Diana et 7 autres personnes. La demande des vêtements estampillés Bryant a bondi peu de temps après sa mort. D'après Nolan, la crise mondiale de la santé et l'incertitude qu'elle a provoquée ont conduit les gens à reconsidérer les achats qu'ils n'avaient peut-être pas faits auparavant. Avant, les gens rejetaient l'idée de dépenser une somme importante pour quelque chose comme un objet de collection. Mais maintenant, ils pensent que nous avons une vie à vivre et pourquoi ne pas posséder quelque chose de quelqu'un d'aussi légendaire que Kobe Bryant? La maison d'enchères indique que les articles ont été offerts par un collectionneur du Kentucky et que la vente, qui fait partie de la vente aux enchères annuelles Sport Legends, était déjà en préparation avant la mort de Kobe Bryant. C'est tout pour cette rubrique sportive. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve mercredi prochain. Au revoir. Et après le sport, un peu de musique ne ferait de mal à personne en ces temps de confinement. Et pour cela, allons en Afrique du Sud où le DJ Black Coffee fait tourner la platine pour soulager les esprits pendant cette crise de Covid-19. Le producteur de musique de renommée internationale veut redonner donc à la musique toute son importance, et cela malgré la pandémie. Arzuma Compaoré. Il a quitté la province la plus pauvre d'Afrique du Sud pour devenir l'un des DJ les plus célèbres au monde, divertissant des milliers de personnes dans les clubs de danse du monde entier. Mais le confinement lié au Covid-19 a amené Black Coffee à s'interroger sur l'avenir de la musique. Nous produisons devant des foules et en ce moment, les foules, c'est un non-non. Et je ne parle pas seulement au niveau local, mais aussi au niveau international. Il faudra un certain temps pour que les professionnels de la santé autorisent 1 millier de personnes dans une salle, peu importe le pays. 1 millier de personnes dans une salle, c'est une bonne affaire pour la personne qui fait la fête. Donc, si vous dites 80 personnes dans la salle, personne ne va faire une fête pour 80 personnes, même si c'est possible. Mais personne ne le fera parce qu'il n'y a pas d'argent à gagner. Comme pour la plupart des musiciens, avant la pandémie, le revenu de cet homme de 44 ans provenait de ses concerts, mais sous l'effet des mesures de verrouillage et des interdictions de voyage aérien, les choses ont changé. Alors, DJ Black Coffee s'est tourné vers les concerts virtuels auxquels les fans peuvent accéder via Internet sans avoir à se déplacer. C'est un voyage incroyable, c'est tellement agréable de jouer de la musique confortablement, vous savez, en sachant que les gens se branchent tous les week-ends. Nous avons des chiffres vraiment solides à chaque fois que nous sommes en streaming et je pense que dès demain, je vais jouer un peu plus, peut-être pendant 1h30 parce que ce sera la dernière fois. De son vrai nom, Kosinati Mapumulo, DJ Black Coffee a remporté le prix annuel de DJ de l'année à Ibiza en 2015, sorti 5 albums et des dizaines de morceaux, et remporté également le Guinness World Record pour la plus longue composition de DJ jamais réalisée, en faisant tourner des disques pendant 60 heures non-stop. Ces derniers temps, il organise des sessions musicales sur la plateforme en ligne Homebrewed pour collecter des fonds pour des associations caritatives afin d'atténuer les retombées du coronavirus en Afrique du Sud. Et c'est avec ces sonorités musicales qu'on se quitte. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Portez-vous bien. Protégez-vous et surtout, passez une excellente soirée.
Les